Alors, si on veut bouger plusieurs formes ensemble, par exemple, je prends la flèche noire, je veux bouger les 3 formes ensemble. Je trouve que, comme ça, c'est super, c'est exactement ce qu'il me faut. Mais je veux les bouger ensemble. Eh bien, testez ça, vous cliquez sur la première forme, et puis avec la touche Shift enfoncée, vous cliquez sur la deuxième, puis sur la troisième, donc la touche majuscule, pas Caps Lock. On parle vraiment de la touche Shift, c'est celle-là. Toujours avec la touche Shift, si on clique sur un objet qui est sélectionné, ça l'enlève de la sélection. On est d'accord? Bien. Une autre solution, et là, pour la montrer, on va cliquer à côté pour désélectionner, ben c'est d'englober avec la flèche noire, on enfonce la souris, on garde enfoncé, on bouge, on englobe avec un rectangle de sélection. Et les formes se sélectionnent. Comme on travaille avec la flèche noire, si on englobe partiellement les formes, tous les points se sélectionnent. Donc vous n'êtes pas obligé d'englober entièrement les formes. Évidemment. Avec la flèche blanche, si on englobe la totalité, tout se sélectionne. Mais avec la flèche blanche, si on englobe une partie, ben, tout ne se sélectionne pas. C'est seulement les points qui sont là pleins qui sont sélectionnés. Et si je les bouge, ça fait un truc bizarre. CTRL Z. Bien, flèche noire. D'une manière ou d'une autre, faites en sorte que les 3 formes soient sélectionnées. Donc, on peut maintenant enfoncer la souris sur une forme et bouger. Et ben voilà, on est en train de les bouger toutes. Parfait. Quelque chose d'intéressant, c'est quand on enfonce la touche Alt, on a le pointeur qui change d'aspect, vous voyez. Et quand on bouge, ben ça fait une copie. C'est comme ça dans tous les logiciels Adobe. La touche Alt et bouger va faire une copie de la chose. Bien. Pour ne pas devoir, chaque fois que je veux bouger ces 3 formes, les activer toutes les 3 d'une manière ou d'une autre, ben je peux dire qu'elles sont associées, je peux les grouper. Donc vous avez 3 formes qui sont sélectionnées. Dans les logiciels vectoriels comme Illustrator ou InDesign pour la mise en page, c'est toujours le principe. On veut modifier quelque chose, il faut absolument le sélectionner. Dans Illustrator, on a régulièrement des gens qui apprennent et qui disent « Ah, ça ne marche pas chez moi, j'essaie d'appliquer cet effet, ça ne marche pas. » Mais est-ce que tu as sélectionné ton objet avant d'aller chercher l'effet? Non. Voilà, donc c'est du vectoriel, c'est des objets. Il faut indiquer sur quoi on travaille. Je vous montre, pour ceux qui ne connaîtraient pas, InDesign. C'est donc un logiciel vectoriel comme Illustrator, mais lui est spécialisé dans la mise en page de brochures ou de documents très longs. Ça peut être des posters, mais des posters, là, ça devient tangent, c'est le cas de le dire. C'est du vectoriel. Il y a des tangentes. On va travailler avec les tangentes. Mais c'est juste une blague, un jeu de mots que je fais là. J'allais dire, des posters, est-ce qu'on les fait dans Illustrator ou dans InDesign? Parce que, voilà, InDesign, c'est pour faire des documents longs, et Illustrator, c'est pour faire des illustrations. En fait, on peut faire les deux, c'est à vous de choisir, et on pourrait même le faire dans Photoshop, des posters, et des flyers aussi. Mais InDesign, son point fort, c'est le document long des magazines, par exemple, des brochures. Et donc, si je tapais ça correctement, ce serait mieux, voilà. Voilà, des brochures, des
magazine comme ça, c'est fait dans InDesign. Il y a plein d'automatismes sur la typographie, donc sur le texte, plein d'automatismes qu'il n'y a pas dans Illustrator. Illustrator fait le texte, des titres, des paragraphes, mais il le fait beaucoup moins bien que InDesign. Beaucoup moins bien au niveau de la manipulation. Quand on veut manipuler le texte, les titres, c'est beaucoup plus difficile. Au niveau aspect, la typographie, c'est comme dans Photoshop. C'est aussi bon dans les 3 logiciels maintenant. Si vous rencontrez des personnes qui travaillent depuis longtemps et qui n'ont pas mis à jour leurs connaissances, qui travaillent depuis longtemps en graphisme, ils vont vous dire « Ne faites jamais de mise en page dans Photoshop ». C'est pas vrai. Le moteur typographique de InDesign a été intégré récemment à Illustrator et Photoshop. Donc le texte, l'aspect du texte dans Illustrator et Photoshop est aussi bon. Et quand on connaît l'astuce, on peut obtenir de Photoshop un texte net à la sortie. Il faut juste connaître l'astuce et je peux vous la donner tout de suite. Il faut enregistrer au format Photoshop PDF pour ceux qui connaîtraient Photoshop. C'est l'astuce quand on fait du texte dans Photoshop, Photoshop PDF. Quoi qu'il en soit, j'étais en train de parler de InDesign et vous voyez donc que c'est son fort. Voilà. Et pourquoi je parlais de InDesign? Pour dire que, comme Illustrator, InDesign est un logiciel vectoriel avec des objets et qu'il faut absolument, comme dans Illustrator, dans InDesign, il faudra indiquer sur quel objet on travaille. Alors voilà, vous avez activé d'une manière ou d'une autre les 3 formes, on va les associer. Donc c'est menu Objet, Associé, raccourci CTRL-G, CTRL-G, Groupe, évidemment, G pour groupe. Et voilà, c'est pas beau ça? Maintenant, oui, on voit rien, c'est pour ça que je dis c'est pas beau, il n'y a aucune différence. Mais si vous cliquez à côté, et maintenant si vous cliquez sur n'importe lequel de ces objets, ben, ils s'activent tous. Et ils sont dans un groupe. Voilà. Voilà. Bien sûr, ceux d'à côté ne sont pas dans un groupe. C'est les originaux. Moi, j'ai travaillé sur la copie, mais bon, voilà. Évidemment, ils ne sont pas dans un groupe, les 3 d'à côté. C'est juste ceux-là qui sont dans un groupe. Alors, si on veut bouger dans ce groupe un des objets, ben, c'est pas facile puisque quand on clique sur n'importe lequel d'entre eux, ils s'activent tous. Je veux bouger celui-là par rapport aux 2 autres, je veux l'éloigner par exemple. Ben, je peux faire ceci. Objet, dissocier, cliquer à côté et bouger celui-là. Voilà. Et puis je resélectionne les 3. Objet, associer. Donc, associer, c'est CTRL-G. Dissocier, c'est majuscule CTRL-G. Mais ça, c'est le débutant qui fait ça, parce qu'il ne connaît pas l'astuce. On peut garder les objets groupés. Est-ce qu'ils sont groupés chez vous pour l'instant? Quand vous prenez n'importe lequel d'entre eux, ils s'activent tous? C'est ce qu'il faut, hein? Mais on peut garder les objets groupés et malgré tout avoir accès à un d'entre eux, bien sûr. Et pour ça, on va utiliser derrière la flèche blanche, vous gardez enfoncé le bouton à souris sur la flèche blanche. Derrière la flèche blanche, il y a la flèche blanche plus l'outil de sélection directe progressive. Bien sûr, comme les autres outils, si on entre dans le menu et qu'on va jusqu'à la barre verticale ici, ça détache. Donc c'est celui-là qu'on utilise. Et celui-là, quand on clique à côté pour désactiver tous les objets du groupe et qu'on clique maintenant sur un des objets du groupe, c'est celui-là qui s'active. Voilà. D'accord? Si on double-clique, si on clique 2 fois, en fait, clic, tous les objets du groupe s'activent. C'est pour ça qu'on appelle ça l'outil de sélection directe progressive. Est-ce qu'ils appellent ça encore comme ça maintenant? Et il n'a pas de nom celui-là? Ah voilà. Sélection directe progressive, oui, c'est bien ça qu'ils disent. Sélection directe progressive. Ok. Alors, testez un peu ça avec cette flèche blanche plus. Que se passe-t-il si vous mettez la grande forme au-dessus d'une des autres du groupe? Ben, à un certain moment, elle arrive à complètement masquer l'autre forme. D'accord? Voilà. Cliquez à côté. Comment vous faites pour avoir accès à la petite forme qui est cachée derrière la grande?
Oui, bien sûr, on pourrait, ne le faites pas, je vous montre juste, on pourrait travailler sur la forme et aller dire que pour son fond, au lieu d'être du blanc, c'est aucun fond. Et à ce moment-là, l'autre forme apparaît derrière, mais c'est foireux comme technique. Je vais remettre du blanc. Donc la technique, c'est de passer temporairement en mode de construction sans les couleurs. Et pour comprendre ça, on va mettre des couleurs sur nos formes, là, sur nos deux formes. Vous allez dans le menu Fenêtre, chercher une des palettes les plus importantes de Illustrator, c'est le nuancier. C'est par ordre alphabétique dans le menu Fenêtre. Menu Fenêtre, nuancier. Vous avez sélectionné cette forme-là, la grande, avec la flèche blanche plus. Dans la palette des outils, c'est bien le fond qu'on va modifier. Parce que vous voyez, si on clique sur la case de contour, c'est pour modifier la couleur du contour si elle vient devant la case de fond. Mais ici, c'est la case de fond qui doit être devant la case contour. Et on va appliquer une couleur, tout simplement. Voilà. Je clique à côté pour vous montrer qu'on peut aussi, sans sélectionner un objet, juste déplacer une couleur du nuancier. Vous voyez, je n'ai pas d'objet sélectionné, j'ai cliqué à côté. Déplacer une couleur du nuancier sur l'objet et voilà. Donc, plusieurs méthodes. Première méthode que je vous ai montrée, c'est sélectionner l'objet, s'assurer que la case de fond est à l'avant-plan et aller choisir la couleur qu'on veut mettre. Vous voyez, il y a même des dégradés. Il y en a bien sûr beaucoup plus que ça, des dégradés, et on peut aussi en créer soi-même. Ça, c'est pas un dégradé. On a l'impression que c'est un dégradé parce qu'on a vu des dégradés avant dans la forme, donc le temps que votre rétine s'adapte, mais c'est une forme. Voilà. Donc, c'est une couleur pleine. Donc voilà, c'est la méthode. C'est une des méthodes. Sinon, sans avoir l'objet sélectionné, si on déplace sur l'objet, ça marche aussi. Bien. On va enregistrer le document parce qu'il ne faudrait pas perdre ça. Fichier enregistré sous, vous enregistrez sous numéro 4. Et donc, on est en train de dire, mais comment faire pour avoir accès à la forme qui est là derrière? Faites CTRL, donc vous enfoncez la touche CTRL, vous la gardez enfoncée et vous enfoncez brièvement la touche Y. Et voilà, toutes les couleurs disparaissent. Vous êtes avec le mode de visualisation Wireframe. C'est en fait ici que ça se passe. Menu affichage. Si vous choisissez aperçu, vous avez les couleurs qui reviennent. Affichage, si vous choisissez tracé, vous voyez le raccourci, c'est celui qu'on a utilisé, CTRL Y, commande Y sur le Mac. Mais vous voyez les formes sans leur couleur. Et là, c'est facile d'aller sélectionner celle-là, pas en cliquant sur son fond parce qu'il n'y a pas de fond là, sur son bord, avec la flèche blanche plus, et vous pouvez le bouger, le faire sortir entièrement ou partiellement de derrière l'autre forme. À vous de voir. Donc CTRL Y, voilà. Très utile évidemment cet affichage temporaire en wireframe. Alors on pourrait se dire, tiens, c'est bizarre, la forme est blanche, mais là où il y a la couleur blanche, on ne voit pas la grille, et là aussi d'ailleurs, on ne voit pas la grille. Alors, certains ont déjà vu cette option parce qu'on l'a vu apparaître sur l'écran tout à l'heure. On peut faire en sorte que la grille vienne devant les objets, si c'est utile pour vous. Allez-y dans le menu Édition Préférences. Moi, je vais dans Illustrator Réglages. Et on a Repères et Grille. Et là, on peut décocher Grille en arrière-plan. OK. Et ben voilà, les grilles passent par devant, pourquoi pas. Donc à vous de voir si ça vous intéresse que ça marche comme ça ou pas.
Mais là, on a un petit problème. Comment être sûr que la forme là est bien blanche? Puisqu'on on la voit sur un fond blanc. Ah. Il faut savoir que dans Illustrator, pour votre confort de travail, derrière, ça apparaît en blanc, mais en réalité, c'est de la transparence. La preuve, on va demander, dans le menu Affichage, d'afficher le damier de transparence. Et voilà. La transparence en infographie est symbolisée par ce damier gris et blanc. Donc là, on voit clairement que c'est vraiment du blanc, oui. Celle-là, si je la sélectionne et que je dis que le fond, il n'y en a pas, voilà, on voit clairement qu'elle n'a pas de fond. Ok, ce damier de transparence est vraiment agressif. On va voir qu'on peut aller le modifier. Vous allez dans Illustrator Réglages et vous demandez... où est-ce que c'est d'ailleurs? Non, c'est pas là, on n'est pas dans InDesign. Ah, excusez-moi. Vraiment, d'un logiciel à l'autre, ils mettent les choses à différents endroits. Vous allez voir, c'est délicieux, c'est génial. Pourquoi? Parce que ce sont des équipes différentes qui développent les différents logiciels suite à des rachats de boîtes par Adobe, etc. Donc voilà, il faut réfléchir. Alors, vous allez dans le menu Fichier, Format de document. Et là, vous choisissez pour le damier qui montre la transparence, vous choisissez grille grande, couleur moyenne. Donc voilà ce que ça donnera. Mais je vous garantis que ce sera toujours vibrant et désagréable. Une fois que vous avez fait ça, il faut maintenant cliquer par exemple sur la couleur la plus claire des deux. Et dans le sélecteur qui apparaît, il est différent chez vous, mais en tout cas, vous avez une barre de gris certainement. Vous allez assombrir. Voilà. Je vais encore assombrir. Voilà. C'est peut-être un peu trop sombre du coup. En tout cas, il faut que les deux couleurs se rapprochent au niveau de leur intensité. Ce sera plus doux. Ah oui, je pourrais aussi éclaircir l'autre couleur. Et éclaircir encore plus l'autre couleur. Le tout, c'est qu'elles soient assez proches l'une de l'autre pour que ça ne vibre pas visuellement. Voilà. Ok. Et voilà. Grand damier avec donc un peu plus doux. Alors on va quand même enlever de l'affichage la grille qui ne nous servira plus pour l'instant. Vous allez dans le menu affichage et vous demandez masquer la grille. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble avec le damier, qui nous permet de voir la différence entre des formes qui ont un fond blanc et des formes qui n'en ont pas. Forme à fond blanc, forme qui n'en a pas. Parce que le blanc est une couleur en illustration, évidemment. Ce n'est pas que la couleur du papier. Si j'amène ça, en imaginant que c'est un logo, je l'amène dans une mise en page dans InDesign, j'aurai vraiment, si je le mets par-dessus une photo dans InDesign, j'aurai vraiment la photo qui apparaît derrière, à la place de la transparence ici. Donc le blanc du papier dans Illustrator, c'est pas vraiment du blanc, c'est de la transparence. Il s'affiche en blanc pour votre confort personnel. Enregistrez le document. Alors le réglage ici ne sera que pour ce document-ci.
Si vous faites un nouveau document, vous allez vous retomber avec la grille foireuse de transparence. Il y a des solutions, bien sûr, pour ne pas devoir chaque fois refaire le réglage. Ce réglage existe aussi dans Photoshop, puisque Photoshop montre aussi la transparence avec un damier. Mais là, dans Photoshop, une fois que vous l'aurez fait, ce sera valable pour toutes les images Photoshop. Mais ici, dans Illustrator, c'est attaché au document sur lequel on l'a fait. On va enlever le damier de transparence parce que c'est quand même désagréable. Vous allez dans le menu affichage et vous demandez de masquer le damier de transparence. Et on verra plus tard qu'il y a une autre méthode plus sympa pour, dans Illustrator, arriver à voir quelles formes ont vraiment un fond blanc. En fait, on mettra derrière tout un énorme rectangle légèrement coloré qui fera office de fond de papier qui n'est pas blanc. Ce sera un peu pratique. Ce sera pratique. Bien, vous avez toujours... Ah oui, si vous avez comme moi un des carrés qui n'a pas de fond en réalité, il faut le prendre par son bord. Sinon, si vous essayez de le prendre par le centre, ça ne marchera pas. Voilà. Ok, ben faites en sorte qu'il y ait également une forme qui passe sous une autre ici. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est la grande qui passe au-dessus de la petite, là? Et pourquoi cette petite-là ne passe pas au-dessus de la grande, chez moi? Ben c'est l'ordre de création, en fait. Elles s'empilent. Elles s'empilent au fur et à mesure qu'on les crée. Ok, faites en sorte que la grande se superpose à une des formes, là. Parfait. Sélectionnez les trois de droite, là, et déplacez-les plus proches, comme ça. Voilà. Vous arrivez à faire ça? Englobez avec la flèche noire les trois formes de gauche et demandez CTRL-G pour les grouper. Dans le menu Objet, si ça ne vous propose pas d'associer, là c'est grisé, ça veut dire que l'opération, le raccourci clavier a fonctionné. Ça a réellement groupé. Ça vous propose de dissocier, ça veut dire qu'il y a un groupe, c'est logique. Et également, ça peut se vérifier quand on clique à côté, puis on vient cliquer sur n'importe quelle forme, tout s'active. Bien, vous avez deux groupes, un à droite et un à gauche, on est d'accord? Englobez les deux groupes et faites CTRL-G au menu Objet associé. Là, vous avez fait un groupe de groupes. Donc en activant les deux groupes, en les englobant avec la flèche noire, puis en demandant CTRL-G, quand on clique sur n'importe lequel des groupes, tout s'active. Ces deux groupes groupés ensemble. Donc il y a des hiérarchies de groupes comme ça, c'est tout à fait possible. Et c'est là que l'outil de sélection directe progressive, vous allez voir encore mieux à quoi il sert. Je clique sur la forme ici, elle se sélectionne. Une deuxième fois, c'est tout le groupe de cette forme qui se sélectionne. Une troisième fois, c'est les deux groupes qui se sélectionnent. Donc, plus on clique, plus on remonte dans la hiérarchie. Clic, 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 voilà. OK? Donc, outil texte. Quand on trace, on enfonce la souris, on bouge, ça fait des blocs texte, des paragraphes. Mais l'autre manière d'utiliser l'outil texte, c'est de simplement cliquer. Cliquer, on a dit, voilà. Là, j'ai dû faire un CTRL-Z et recliquer parce que ça avait foiré. Donc, ça fait une ligne de texte qu'on voit si on prend la flèche noire, qu'on voit aussi si on passe en affichage tracé, donc CTRL-Y, voilà. On voit bien la différence entre les blocs texte qui contiennent des paragraphes et la ligne de texte qui ne contient qu'un titre. CTRL-Y, je reviens à l'affichage en couleur.
Donc, palette de caractères. CTRL-T pour faire apparaître la palette de caractères. Est-ce que... oui, on va éventuellement le faire avec l'outil texte. Sélectionner les caractères et on peut modifier la taille. Mais comme on veut modifier beaucoup et qu'on veut le faire visuellement, on va utiliser plutôt l'outil de transformation manuelle. Avec la touche Shift enfoncée, on prend une poignée du coin pour que les proportions soient gardées, parce qu'il ne faudrait surtout pas écraser dans un sens ou l'autre. Donc touche Shift enfoncée, on lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift. Voilà. Bien. Donc vous voyez l'outil de transformation manuelle, qui permet aussi de déplacer par ailleurs, quand on prend par le centre. La touche majuscule, il faut absolument, surtout pour du texte, ne pas déformer, écraser dans un sens ou l'autre. C'est foireux. Il faut respecter le travail du typographe. Bien, vous pouvez tester aussi sur un groupe. Allez-y. Flèche blanche plus. Quand vous cliquez sur un groupe ici, clic. Et puis, une deuxième fois, ça sélectionne tout le groupe. On est d'accord. Mais pas le groupe d'à côté. Eh bien, avec l'outil de transformation manuelle, vous voyez apparaître les poignées autour. Et vous pouvez, avec ou pas la touche Shift, parce que c'est du graphisme, si j'écrase mes formes, peut-être que personne ne va se plaindre. Waouh! Là, c'est pour tourner. C'est quand on met à l'extérieur et qu'on veut tourner. Mais sinon, en principe, c'est parce que je suis en petit zoom avant. Voilà. Voilà. Ok, vous voyez que vous arrivez à redimensionner. Voilà. Voire même écraser. N'hésitez pas à faire du CTRL-Z si jamais ça tourne et que vous ne vouliez pas que ça tourne. Hein. Voilà. Donc ça marche aussi pour des objets ou pour des groupes ou pour des sous-groupes. Ceci est un sous-groupe puisqu'il est groupé avec l'autre groupe d'à côté. Mais malgré tout, en ayant sélectionné avec la flèche blanche plus, j'aurais pu aussi, avec l'outil de sélection directe, donc la flèche blanche, simplement englober tous les points et activer transformation manuelle. Ça aurait fonctionné aussi. Voilà. Bon, vous vous souvenez tout à l'heure qu'on est allé dans le menu affichage et on a demandé de masquer le cadre de sélection. Vous pouvez retourner dans le menu affichage et demander afficher le cadre de sélection. Menu affichage, afficher le cadre de sélection. Qu'est-ce qui se passe quand ça est enclenché? Eh bien, quand vous sélectionnez un objet ou... Non, ça ne va pas le faire ici. Avec la flèche noire, quand on sélectionne un objet, pour les groupes, là, ça ne marche pas. Si on sélectionne les deux groupes, ça marche. On voit systématiquement un cadre autour de transformation. Vous voyez? C'est comme si j'avais l'outil de transformation manuelle enclenché, sauf que non. Il arrive d'office quand on clique sur un objet. Le cadre qui permet de transformer arrive d'office. C'est ça le cadre de sélection. Et moi, je vous ai déconseillé de l'afficher parce que ça nous embrouille. Donc, on va aller l'enlever. Affichage. Masquer le cadre de sélection. Et donc, quand on sélectionne, on ne voit plus cette possibilité de modifier la dimension. Et pour modifier la dimension, vous devez réellement le vouloir. Il faut enclencher la transformation manuelle. À la place de la flèche noire. Pour avoir les poignées. Vous comprenez un peu le principe, hein? Donc le cadre de sélection, ce qui vient d'office avec Illustrator, Illustrator est réglé comme ça. Le cadre de sélection, je le trouve gênant.
Donc vraiment, je l'ai désactivé, mais ce qui n'empêche que je peux faire de la transformation manuelle en sélectionnant l'objet avec la flèche noire et puis en activant l'outil de transformation manuelle. Avec la touche Shift, et voilà. Alors, super important, vous avez la palette caractères affichée. Je vous en parle très tôt dans le cours parce que c'est tellement important. Les espacements entre les caractères ne sont peut-être pas très bons. Vous pourriez avoir l'impression qu'il y a des espaces qui sont trop grands ou des espaces pas assez grands. Donc voilà ce que vous allez faire en ayant avec la flèche noire la ligne de texte sélectionnée. Vous allez demander ici dans la palette caractères. Est-ce que la palette caractères chez vous apparaît entièrement comme ça? Oui, j'imagine. Il faut demander optique à la place de auto. Parce qu'actuellement, vous êtes en métrique. Il s'est automatiquement mis en réglage métrique et on va forcer le réglage optique. Regardez ce qui se passe sur vos caractères. Ils ont bougé. Donc, ce qui se passe, c'est que Illustrator a fait en sorte que les mots aient moins l'apparence de trous entre certaines de leurs lettres. C'est le travail du graphiste. Normalement, c'est le travail du graphiste de régler ça. Comment? Ben, je vous montre. Comment est-ce qu'on aurait pu faire ça? Si on ne connaissait pas ce réglage-là qui fait ça tout seul, comment est-ce qu'on aurait fait ça? Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait aussi pour aller plus loin. Une fois que le réglage est mis, on peut aussi aller plus loin. Vous prenez l'outil texte, vous cliquez entre deux caractères, vous avez le curseur texte qui clignote et vous jouez ici. Alors, le fait que la valeur soit mise entre parenthèses indique que c'est issu d'un calcul que le logiciel a fait. Mais dès que vous allez vous éloigner de ça, ça disparaît les parenthèses. Parce que c'est vous qui avez décidé la valeur maintenant. Ça ne va pas assez vite, mais vous voyez que je diminue et le U s'approche du S. Si j'enfonce la touche Shift, ça va de 10 en 10. C'est un peu plus rapide. Voilà. Et on est censé aller positionner pour que ça ait l'air d'être correct visuellement. Je vais faire entre le P et le S. Donc ce réglage, soit vous le faites complètement manuellement en étant resté en réglage auto, donc vous n'avez pas utilisé la fonction optique, ou alors vous appliquez la fonction optique et puis vous allez encore régler éventuellement. Bien sûr, ici, je n'ai pas été modifié la police de caractère. Il y a d'autres polices de caractère, mais laissez la police qui est proposée là. Chez vous aussi, c'est Myriad Pro qui est proposé d'origine dans Illustrator sur le PC. Bien. C'est peut-être pas exactement le même Myriad Pro, mais je veux dire, les polices entre PC et Mac, parfois ça change. Sauf si c'est une police qui vient du cloud, de Adobe Font, sur le web. Bon, peu importe, les polices, c'est quand même un vaste sujet, et vous allez avoir des cours là-dessus, plus spécifiques, évidemment. Voilà, donc, les devantures de magasins, quand c'est vraiment important, quand c'est des titres dans les magazines ou des noms de magasins sur des magasins comme ici, mais il y avait évidemment un graphiste qui manuellement fait ce qu'on vient de faire. Bon, soit il le fait dans le logiciel, puis on imprime ça sur une bâche et on la colle, ou c'est du plexiglas, ou c'est des enseignes, soit comme ici, ça doit être dessiné au pinceau. Donc c'est important, ça fait partie du boulot du graphiste, ces questions de caractère. Et on voit régulièrement des erreurs d'approche. On appelle ça l'approche de paire, P-A-I-R-E, parce que c'est des paires de caractères. Vous avez vu que ça concerne chaque fois une paire de caractères. Donc c'est super important
que ce soit bien fait. Ok, ici, c'est particulier. Je pense que le S, il y a un apostrophe. En fait, c'est pour ça que c'est éloigné. Vous confirmez? Vous connaissez cette marque? À mon avis, ça doit être Coles avec un apostrophe S à la fin. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Hein. C'est-à-dire que c'est super important de faire une bonne approche de caractère, surtout pour des choses qui coûtent aussi cher, des tubes fluorescents comme ça qu'on appelle généralement des néons, mais à tort. Mais on appelle ça des néons, mais c'est des tubes fluorescents. Voilà, tout ça, c'est super important. Bien. Donc, vous avez vu comment ça fonctionne. Donc, l'approche optique est votre ami. Et puis après, vous pouvez même aller insérer l'outil texte et aller modifier. C'est important. On va sauvegarder le document ici. Et puis, on va peut-être faire un petit jeu sérieux sur l'approche des caractères, comme ça vous allez pouvoir vous entraîner. Donc, d'abord, je vais vous montrer des désastres, parce que là, on vient de voir des bons exemples. Tous les exemples que j'ai là montrés, que j'ai trouvés sur Google, que je n'avais pas prévu avant, hein, j'ai juste fait une recherche finalement sur Shops, et ça m'a montré des magasins avec forcément le nom du magasin au-dessus. Voilà. Mais là, j'ai tapé Kerning Disasters. Donc des désastres de l'approche de paires de caractères. Kerning, c'est l'approche de paires de caractères. Et c'est à mourir de rire. Vous avez par exemple ici, ça se laisse demander si c'est pas voulu tellement c'est gros. Click Lovers. À cause du C qui est trop proche du L, ça devient Dick Lovers, et vous savez tous ce que veut dire Dick en anglais. En plus, leur souris, ils n'auraient pas pu faire pire. Ici, Kids Exchange devient Kid Sex Change. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'espace entre les mots. Megaflix devient Megafux. Ce sont des exemples réels de désastres. Et il y en a plein. Si vous tapez Kerning Disasters, vous allez bien rire avec ça. Il y a des groupes aussi sur Facebook, sur Discord et tout ça pour se marrer des erreurs. Donc c'est important. C'est important parce que ça donne une impression de qualité à la publication, d'avoir des titres ou des logos avec une bonne approche de paire, mais ça, c'est important aussi pour éviter les choses foireuses. Alors, ici sur Google, vous allez taper Kerning Game et vous allez tomber sur ce site Kern Type. Et on vous explique qu'il faut prendre les caractères avec la souris et les bouger de manière à ce qu'ils aient l'air d'être... Le mot fasse bloc, en fait, c'est ça l'idée. C'est qu'il faut que le mot fasse bloc, qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait d'espace là où il ne faut pas. Et quand vous avez enclenché tout à l'heure dans Illustrator l'approche de paire optique, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que visuellement, on n'a pas de trou entre deux caractères. Et l'autre manière de faire, c'est métrique, où c'est bêtement le même espace entre chaque caractère. Sauf que visuellement, c'est pas bon, parce que ça marche pas, parce que vous avez des caractères qui sont moins larges que d'autres, vous en avez qui sont plus ronds que d'autres. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire visuellement, mais bien sûr, pas sur tout un paragraphe. Ça vous prendrait des heures. Tout un livre où on règle chaque espace entre chaque paire de caractères, ce serait la folie. Sauf que InDesign le fait. Pour vous. Vous allez voir. Et même Illustrator peut le faire pour vous. Quand vous avez des paragraphes, quand vous appliquez l'approche optique sur tout le paragraphe, entre chaque paire de caractères, il met le bon espace. Enfin, ce que lui considère comme étant le bon espace. Alors voilà, une fois que vous avez bougé les caractères, vous cliquez sur Done, et ça vous met votre pourcentage de réussite par rapport à ce qu'ils estimaient être l'idéal, qui apparaît en bleu là derrière. Puis Next, et puis vous essayez.
Parfois, il faut s'éloigner de l'écran. Parfois, plisser les yeux peut être intéressant. Alors, une petite astuce qu'on ne va pas faire ici, mais je vous le dis tout de suite, les pros, ils y vont même jusqu'à, mais ce n'est pas possible ici, mais dans Illustrator c'est possible, retourner le mot à 180 degrés pour ne plus lire le mot. L'esprit ne lit plus le mot à ce moment-là. Et vous voyez que des formes, et vous vous arrangez pour qu'elles aient l'air d'être bien espacées l'une par rapport à l'autre, les formes. Donc c'est une astuce à 100% ici. Oui, pourtant je ne suis pas tout à fait à ce qu'ils voulaient, donc ils sont sympas. Enfin voilà, je vous laisse jouer avec ça, c'est intéressant de savoir que ça existe, ça fait partie des bases du graphisme. L'approche de pair. Évidemment, si on change la police de caractère après, il faut refaire un repositionnement. Dans Illustrator, ça se fait après avoir choisi la police de caractère. Oui, ils appellent ça aussi le crénage. Vous allez trouver plein d'articles là-dessus, c'est intéressant. Vous vous rendez bien compte que si on fait des panneaux de signalisation, des panneaux de la signalétique dans un aéroport ou quoi, avec des caractères aussi proches l'un de l'autre, c'est pas lisible. Donc voilà, c'est mieux au-dessus qu'en dessous. Tout ça est très important. Là, haha. Quand on mélange deux polices de caractère, comme ici. Je crois que c'est un mélange. Oui, ils ont dû mélanger du script avec autre chose. Ben oui, il faut régler l'approche. Bon, c'est tellement connu que vous allez trouver énormément d'informations là-dessus. Quand on fait des logotypes, c'est-à-dire des logos constitués de caractères, ben c'est super important que l'approche soit bonne. Ici, ils ont fait exprès de mettre des grands espaces parce que ça donne un côté luxueux. Ah, bonne astuce. Que ce soit un parfum, un restaurant ou quoi que ce soit, si vous mettez des grands espaces, ça donne un côté tout de suite plus luxueux, en fait. Alors, le texte ici, pour la démonstration, on va le dupliquer, ce sera peut-être mieux. Donc, avec la flèche noire et la touche Alt, vous le déplacez, et vous avez forcément une copie. Alors, on a toujours notre magnétisme de grille, qui nous empêche de positionner les choses comme on veut. Donc, on va quand même aller le désactiver. Menu affichage, vous désactivez magnétisme de grille. Tout à l'heure, on avait enlevé de l'affichage la grille, mais son magnétisme est resté. Donc on décoche magnétisme de grille et là le placement est beaucoup plus libre évidemment pour placer les objets. C'est beaucoup mieux. À un certain moment, vous risquez de ne plus avoir assez de place sur la page. C'est pas un problème. Il ne faut surtout pas essayer de sélectionner tous les objets et avec l'outil de transformation manuelle les réduire sur la page. C'est pas bon dans Illustrator. On va agrandir la page. Et si vous avez fait une page de la dimension que doit avoir votre document final, votre poster, ce n'est pas grave. Parce que, en fait, il vaut mieux finaliser dans InDesign, où vous aurez là dans InDesign votre page à la bonne dimension, et vous allez importer dans InDesign ce que vous avez fait dans Illustrator. C'est beaucoup plus intelligent. On aura l'occasion d'en reparler. Et donc voilà, activez l'outil ici, l'outil plan de travail. Vous voyez que là au-dessus, vous avez la possibilité d'aller encore modifier le format de la page et voire même son orientation, mais je ne vais pas m'occuper de ça. Mais au passage, vous voyez que si vous voulez modifier le format de la page, c'est par l'outil plan de travail que vous y arriverez dans
la barre contrôle ici. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre une poignée du plan de travail et agrandir. Et voilà. Et on revient avec la flèche noire et vous avez agrandi. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez enregistrer le document. Donc ça, c'est pour le cas où vous commenceriez à ne plus avoir trop de place sur la page. Alors, si on voulait faire un logo, bon, ben, on va peut-être modifier déjà le nom. Vous sélectionnez avec l'outil texte le texte d'en bas. Donc, on va quand même mettre autre chose parce qu'on ne va pas faire une marque de parfum qui s'appelle Lorem Ipsum, quoique ce serait sympa. Il y a bien un hôtel Pantone à Bruxelles. Vous ne saviez pas ça? Encore une fois, je ne vais pas changer la police. Peut-être que pour mon logo, ce serait beaucoup mieux d'avoir une police différente. Mais... Et vous mettez ce que vous voulez, mais pas, n'écrivez pas une longue phrase. Hein, c'est juste un nom de... Un nom. Ah oui, on aurait même intérêt à le faire sur 2 lignes. Si vous avez un logo type en 2 mots, vous allez voir que c'est beaucoup mieux si on le fait sur 2 lignes. Mais on va commencer comme ça. Les 2 mots sur la même ligne, faites un nom de marque en 2 mots, par exemple. Et alors, souvent, on ajoute quelque chose, un petit, quand même si c'est principalement un logo basé sur du caractère, donc un logo type, on ajoute quand même éventuellement une petite chose, mais je vous montre quand même un logotype. Les logotypes, ce sont donc des logos principalement basés sur les caractères, comme ça, par exemple. Ou ça. Ben oui, plus que sur du graphisme. Ici, c'est un logo basé sur du graphisme. Celui-là aussi. Celui-là aussi, voilà. Vous voyez la différence. Et donc, voilà. Il va falloir, si on veut pouvoir non seulement par la suite, oui, amener une petite image à côté éventuellement qui peut être sympa. Voyons un peu ça. Je vais essayer de trouver logo. Au hasard, hein. Oui, ce genre-là, quoi, voilà. Petite image associée au texte. Voilà, comme ça. C'est pas obligatoire, hein. Mais voilà, il faut aussi pouvoir modifier le texte. On s'éloigne de la police de caractère utilisée. Et pour ça, il faut vectoriser le texte. Actuellement, le texte est modifiable. Je peux par exemple ajouter un S ici à la fin. Voilà, avec l'outil texte, j'ai été insérer le curseur après le R et j'ai tapé S et voilà. Mais une fois que ce sera vectorisé, ce sera comme des formes que j'aurais créées. Alors on y va. Menu texte. Vectoriser. Et voilà. Donc l'outil texte n'a plus aucune prise là-dessus. Ce sont des vecteurs. D'ailleurs, si on fait CTRL-Y, on voit que ce sont des vecteurs. Alors que l'autre texte là au-dessus est resté du texte. Mais là, c'est des vecteurs. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ici, je vais refaire CTRL-Y pour repasser en menu affichage aperçu. Donc, j'étais en affichage par tracé. Voilà. Que j'avais fait CTRL-Y. Et je repasse en affichage aperçu. Il y a 2 types d'aperçus. Aperçu GPU, la carte graphique de l'ordinateur est utilisée avec tous ces processeurs puissants. C'est rapide.
Adobe donne la liste des cartes graphiques qui fonctionnent le mieux avec Illustrator. Avec quoi ils ont testé quand ils ont développé Illustrator. Aperçu avec le CPU, c'est l'aperçu, mais vous n'allez pas avoir de différence, sauf que ça va être plus lent. C'est le processeur central de l'ordinateur et non pas la carte graphique qui sera utilisée. Quel intérêt? Parfois, la carte graphique bug et on est obligé de passer en affichage CPU. C'est lent, mais ça marche mieux. Parfois, ça bug. Donc voilà pourquoi vous avez, quand vous êtes en mode tracé, vous avez la possibilité de repasser en mode aperçu, mais deux types d'aperçus. Donc, mortalité de l'histoire, ne choisissez jamais aperçu avec le CPU, sauf si vous avez une bonne raison de le faire. Ok, donc aperçu GPU. Bien. Avec la flèche noire, j'ai cliqué à côté, rien n'est sélectionné. Je clique sur n'importe quel des caractères, tout se sélectionne. Pourquoi? Quelqu'un a une idée pourquoi tout se sélectionne? Il est vectorisé, oui, mais c'est pas pour ça que quand je clique sur un caractère. C'est un groupe. Le processus de vectorisation du texte crée d'office un groupe. Oui. Parce qu'il suppose que vous voulez quand même continuer à bouger tout ça ensemble. Et pas une lettre par rapport à l'autre. Mais vous pouvez très bien prendre l'outil flèche blanche plus, l'outil de sélection directe progressive, cliquer à côté, et puis venir cliquer sur un caractère. Attendez, on va le faire sur un caractère qui n'a pas de trou, comme le V, ou le L, ou le F. Voilà. C'est pas malin, ça? Rien qu'en bougeant ça, j'ai un logo. Enfin, peut-être pas celui-là. Je vais faire CTRL Z plusieurs fois pour qu'il revienne en place. Rien qu'en bougeant quelque chose, on peut faire un logo. Mais alors, évidemment, c'est pas terrible ici. Hein. Au niveau des résultats, c'est pas terrible d'avoir juste bougé le F, on est d'accord. Hein. Mais il y a des logos où c'est juste ça. Hein. C'est juste une lettre qui est bougée, voire même avec l'outil de transformation manuelle, elle est tournée. Et peut-être même agrandi un peu, avec la touche Shift. Voilà. Et voilà. Vous avez un début de logo, quoi. Bien. Je suis toujours avec mon outil de sélection directe progressive. Dans le cas d'une lettre qui a un trou, il faut savoir ce qu'on a. On a affaire à une forme composite. C'est deux formes qui font la lettre. Donc il faut que je clique une première fois sur la lettre. Et puis une seconde fois pour que le trou se sélectionne et ça n'a pas marché. Je réessaye. Ok, là tout se sélectionne en fait. Ah non, si je clique sur le bord, tout ne se sélectionne pas. Si je clique sur le noir, tout se sélectionne de la lettre. Et là, je peux la bouger, bien sûr. Mais si je clique sur le bord, il faut que je clique une seconde fois pour que le trou se sélectionne. Et là, on peut bouger. Bien. La preuve que c'est vraiment deux formes qui participent à la création de la lettre à trou, c'est que si je clique là sur le bord d'un trou et que je le bouge et que je le fais sortir, on voit quel est le principe. Là où deux formes se superposent, ça fait un trou. Et là, elles ne se superposent pas, ça ne fait pas de trou. Et si je la sors complètement, ça ne fait pas de trou du tout. Voilà. C'est intéressant, ça. Donc, pour arriver à bouger un trou sans que la lettre... Évidemment, si tu cliques avec l'outil de sélection directe progressive sur le noir, tout se sélectionne, ça ne va pas. Il faut cliquer sur le bord du trou ici. Voilà. Et voilà. Rien que ça, c'est un logo. En soi. Maintenant, il faut qu'il y ait une raison pour faire ça. Il faut qu'il y ait du storytelling, une histoire derrière. Il faut que ça se justifie. Mais c'est très graphique, en fait, cet effet d'exclusion. Dans Illustrator, on appelle ça le système du tracé transparent. C'est pas vraiment de la transparence comme on l'entend d'habitude, qu'on voit un objet à travers un autre. C'est plutôt des trous.
Bon, ici, ça devient n'importe quoi, le logo, mais vous voyez le principe, c'est ça l'intérêt. On est en train d'étudier techniquement Illustrator. Après, il faudra en faire des choses intelligentes. Comment? Ben, en vous inspirant de logos existants, par exemple. Je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Un logo pour un parfum? Allons-y. Perfume logo. Et allons voir comment on fait des logos pour des parfums d'habitude. Pour que ça ne ressemble pas à un paquet de bouffe pour chien. On dirait qu'il y a souvent des petits flacons dans le logo, mais attendez un peu. C'est peut-être parce que ce sont des banques d'images qui proposent des logos déjà faits, en fait, ça. Ah, ça va mieux. J'ai tapé Famous avant Perfume Logo et je tombe sur des vrais logos de parfum. Intéressant. Donc il faut analyser la concurrence et s'insérer dans la tendance, mais en étant différent. Bravo, bonne chance. Ah, en voilà un qui est différent dans le style. Hein. On est un peu dans le genre Starbucks. Quelque chose de très illustratif. Ça existe le parfum Mont Blanc? Bon. Voilà, c'était juste le petit rappel. Comment faire? Faut pas tout inventer. Et surtout, il faut penser qu'il faut préparer sur papier avant. Il faut préparer sur papier avant de se lancer dans le logiciel. C'est une erreur des débutants ou des mauvais graphistes, c'est de commencer tout dans le logiciel. Il faut faire des croquis. D'abord, on commence par écrire le nom, des noms. On construit l'histoire du logo, son rapport avec la marque. On écrit des noms, puis des petits croquis, puis on développe un des croquis dans le logiciel et on fait plein de versions dans le logiciel. Bon, si vous avez l'occasion, mais il faut avoir un abonnement à LinkedIn, ce que je ne pousse pas, hein, mais nous avons notamment, et on trouve aussi sur YouTube plein de choses gratuites et intéressantes qui expliquent la même chose. Ici, c'est Aaron Trapling qui explique comment lui fait des logos. Je vous montre rapidement parce que, et ce n'est pas la vidéo que je cherchais, parce que je veux dire ça, c'est juste un teaser. Voilà, ça c'est la version longue. Donc je vous montre en vitesse, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. On a un petit problème d'accès web, mais ça va aller. Donc lui, il fait d'abord dans des petits calepins. Il fait des mots d'abord, il met les mots pour se donner des idées. Puis à un certain moment, il va commencer à faire des croquis. Il est toujours au mot, là, on vient de voir. Il va commencer à faire des croquis, voilà, il fait les croquis. En fonction du sujet, hein. C'est pour une boîte qui fait du béton, donc il a fait des strates. Puis il s'inspire de livres où il y a plein de formes. C'est des livres connus dans le monde du graphisme où il y a plein de formes. Puis, sur base d'un de ces croquis, dans Illustrator, il va commencer à faire plein de tests et de variantes. Mais il a commencé sur papier. Et là, je peux vous dire aussi que c'est... Quand on reçoit un stagiaire en entreprise, c'est... Si on le voit directement faire le logo dans le logiciel, on se dit « Aïe, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il n'a pas reçu vraiment... Parce que le crayon et le papier, c'est génial, il n'y a pas de limite... Pour trouver rapidement des petits projets, c'est bien. Voilà, et puis il termine. Il a fait plein de versions.
j'essaye de retrouver, mais c'est pas comme dans YouTube, on voit pas le preview, c'est dommage. À un certain moment, on voit sur son écran qu'il a en fait plein de versions différentes, parce que forcément, il fait la même chose que sur le papier, sauf qu'il le fait avec les outils de l'ordinateur. Donc il utilise les deux, le papier et l'ordinateur, pour faire son logo. Voilà, voilà. Ok, vous avez saisi le principe. Hein. Avec la flèche blanche, toute simple, sans le signe plus, si on prend un segment, mais on bouge 2 points, les 2 points autour du segment. Ça peut être sympa. Si on prend un point, mais on bouge ce point-là. Ah tiens, il y a des tangentes qui permettent de gérer les courbes, vous voyez? Ça dépend où on clique. Sur le V, il n'y aura pas de tangente. Parce que c'est juste des droites. Mais sur le E, ici, par exemple, il y aura des tangentes. Si je vais sur un point, voilà. CTRL Z, je peux aussi simplement m'amuser à bouger les tangentes. Et aussi à les casser en enfonçant la touche, d'abord en cliquant sur le point avec la flèche blanche, pour que les 2 moitiés de tangente apparaissent, et avec la touche Alt, à les casser éventuellement. C'est un peu moche, hein, on se croirait dans le film Scream, tellement c'est moche, mais bon, vous voyez. Le principe est là. Je répète, avec la flèche blanche, si on clique sur un point, on a 2 moitiés de tangente, voilà, on bouge une moitié de tangente, ou l'autre. Ou avec la touche Alt, en prenant une moitié de tangente, touche Alt, oui, on peut aller casser. Et voilà comment on peut faire une modification sur des caractères. Mais ça demande bien sûr de connaître un peu mieux Illustrator pour être plus à l'aise avec tout ça. Beaucoup de logos sont quand même faits comme ça, en partant d'un caractère existant et puis en modifiant. Oui, et on peut ajouter des tangentes aussi, mais c'est une autre histoire. Enregistrer le document. Moi, j'en suis à la version 8 ici maintenant. Je ne sais pas si vous avez suivi quand j'enregistrais. Donc, je vais enregistrer une dernière fois le document ici parce que le temps presse. On est coincé par le temps. Donc, intro 09. Voilà. Je vais quitter Illustrator. Donc, tout ce que vous avez fait, il va falloir le backuper quelque part, le garder, vous l'envoyer sur un cloud. Il va falloir le garder au cas où. Et vous allez aussi le déposer à un endroit que je vais vous indiquer. Alors, je termine rapidement en revenant un peu sur mes groupes ici. Voilà. 2 groupes groupés ensemble, vous vous souvenez, avec une des formes qui est derrière une autre. Bon. Avec l'outil flèche blanche plus, je vais sélectionner, clic, clic, le groupe de gauche. La palette des calques peut vous servir. Menu fenêtre, calque. Allez-y, menu fenêtre, calque. Agrandissez la palette si nécessaire. Oui, il faut l'agrandir par sa petite case en bas à droite. La vignette est minuscule, on va la faire plus grande. Comme dans Photoshop, pour ceux qui connaissent. Il ne faut pas tout faire comme dans Photoshop, dans Illustrator. Par exemple, tout à l'heure, certains ont vu que... Oui, vous avez tous vu qu'on a utilisé les couleurs du nuancier. Mais certains qui connaissent Photoshop se sont peut-être dit « Ah tiens, mais si on double-clique là-dessus, on peut aussi modifier la couleur. » Oui, mais non, c'est pas bon dans Illustrator. Et donc ici, je suis en train quand même de faire Illustrator pour qu'il ressemble à Photoshop. Donc, c'est le contraire du nuancier. Où je disais qu'il ne faut pas faire comme dans Photoshop, il ne faut pas double-cliquer là-dessus, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon, non, non, c'est pas bon parce que ça ne crée pas des couleurs globales. Quand on les applique sur plusieurs objets, on ne sait pas modifier la couleur de tous les objets d'un coup. Eh oui. Alors, menu de la palette calque, dernière ligne, option de panneau, autre. Vous pouvez indiquer par exemple, le maximum c'est 100, voilà 100. OK.
Et voilà, on a des grandes vignettes. C'est trop en fait. On va mettre plutôt 50. Moi, je vais mettre 50 sur mon écran. 50, voilà. Voilà, et vous avez des vignettes qui ont à peu près la taille des vignettes de Photoshop. Et alors, qu'est-ce qui se passe si on clique là-dessus? Agrandissez la palette des calques. Et alors, qu'est-ce que vous voyez? Mais vous voyez que le groupe actuellement sélectionné est montré avec le petit carré ici. Et dans le groupe, si vous déployez, vous avez deux sous-groupes. Je vais un peu élargir la palette des calques. Voilà, deux sous-groupes. Bon, ils s'appellent groupes, mais c'est des sous-groupes puisqu'ils sont dans un groupe général. Et là-dedans, vous avez les formes qui sont dans ce groupe-là. Et vous trouvez la forme qui est cachée derrière une autre. C'est laquelle? Bon, c'est forcément pas la grande en losange chez moi. C'est un des deux rectangles là. Pour savoir lequel c'est, je clique sur la cible ici. C'est pas celle-là. Autre cible. C'est celle-là, oui. Et là, je peux la prendre par son bord et la bouger. Ou même la laisser derrière et me dire, tiens, tiens, je vais prendre la vignette et la mettre au-dessus du losange. Voilà, je déplace. Une ligne bleue m'indique où je vais insérer. Et voilà. Elle est au-dessus. Dans l'empilement. J'ai modifié l'empilement. L'empilement, je vous rappelle, c'est l'ordre de création des formes. Mais vous voyez qu'on peut aller modifier l'empilement, bien sûr, des formes. C'est une des manières de modifier l'empilement. Donc, je voulais vous montrer ça. C'est que les groupes, on peut aussi les manipuler par la palette des calques. Par exemple, si je veux sélectionner uniquement le groupe de droite sans utiliser la flèche blanche plus, j'oublie qu'elle existe. Ben, je peux faire ceci. La cible devant le groupe de droite. Il est sélectionné. Si c'est le groupe de gauche que je vais sélectionner maintenant, la cible devant le groupe de gauche. Il est sélectionné. Voilà. Donc, vous voyez, la flèche blanche plus, vous pourriez même ne pas savoir qu'elle existe si vous connaissez la méthode des petites cibles ici qui permettent de sélectionner des objets à travers un groupe ou un sous-groupe, éventuellement, quand il est groupé avec un autre groupe.